je constate systématiquement que les gens confondent vitesse et précipitation. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 étapes. Les gens passent de la 1 à 5. Parce que le pacte d'actionnaires, pour moi, ça n'a pas d'utilité si c'est juste un document qui est signé sur un coin de table. Moi, je pense que les associations qui fonctionnent le mieux, des gens que j'accompagne au début de leur projet, sont des gens qui passent beaucoup de temps à apprendre à se connaître eux-mêmes et à connaître l'autre. Et voilà, on est lancé dans ce 25e épisode de Mind My Business. Comme Franck a dit, quand on passe la barre des 30, c'est qu'il y a quelque chose qui démarre. Donc on y arrive bientôt. Je pense que 25, on commence à passer une petite barre aussi. Je suis très content de la passer avec toi, Franck, aujourd'hui. Le podcast le plus long organisé depuis que j'ai commencé. Je pense, avec un avocat, c'est le premier. Donc je t'ai contacté en novembre 2024. On est en juillet 2025. Donc voilà, je suis très content. Beaucoup d'excitation. J'ai eu 8 mois pour me préparer à être là aujourd'hui. Le but de ce podcast, c'est un peu différent parce que là, aujourd'hui, on parle quand même avec un entrepreneur. Je pense que développer un cabinet d'avocats, ça reste clairement de l'entrepreneuriat. Mais là, c'est pas sur la start-up innovante. On est sur un sujet qui est très important dans le milieu entrepreneurial et ce que tu dis souvent, que ce soit sur LinkedIn ou dans ton blog, sur ton site web, c'est que c'est un sujet, le pacte d'actionnariat, bien souvent trop sous-coté, trop mépris, trop oublié par les entrepreneurs. Et c'est pour ça que je trouvais ça très important de faire ces discussions avec toi aujourd'hui. Dans un premier temps, vraiment pour nous informer sur tout ça, tout ce qui est important, tous les entrepreneurs, les futurs, les aspirants entrepreneurs qui nous écoutent. Et deuxièmement, je pense qu'il y a un petit côté fun. Je pense que tu as des anecdotes sympas à raconter. Enfin, en tout cas, de ce que je lis sur LinkedIn, je pense qu'il y a des trucs sympas qui arrivent dans ta carrière d'avocat. Et donc voilà, le but, c'est vraiment de dérouler tout ça. Un côté un peu plus théorique, d'abord sur l'importance du pacte d'actionnariat, et puis après, dans un deuxième temps, aller un peu plus vers une partie un peu plus anecdotique sur tout ce qui s'est passé, et toujours en faisant un lien avec les erreurs à ne pas oublier. Mais en tant qu'humain poli, je te propose de te présenter. Qui est Franck Debu et qu'est-ce que tu fais depuis plus de 20 ans? Donc voilà, je suis avocat d'affaires spécialisé dans les relations entre associés et la gestion et résolution des conflits entre associés. Je suis tombé là-dedans par hasard au fil des rencontres. Disons qu'il y a une bonne dizaine d'années, j'étais quand même déjà très imprégné par l'évolution de la digitalisation déjà à l'époque, qui s'est très fortement accélérée depuis, en me disant où je vais trouver ma place et qu'est-ce que je vais faire. Donc j'étais à la recherche d'une niche et surtout un besoin d'anticipation pour arriver à toujours être efficace avec une vraie valeur ajoutée au niveau de l'humain en fonction de toute cette vague et de ce tsunami digital et d'intelligence artificielle qui est présente. Et donc j'ai eu une proposition à un moment donné de quelqu'un que j'avais rencontré qui avait une difficulté dans son association. J'ai fait un premier cas, je l'ai accompagné, ça m'a plu, et un deuxième au bouche à oreille. Et à ce moment-là, je me suis dit, là, il y a une vraie valeur ajoutée, il y a des enjeux émotionnels extrêmement délicats. Donc je suis arrivé dans cette histoire de conflit entre associés vraiment au fil des rencontres. Et le premier cas qui a été proposé, ça m'a plu parce que on est vraiment dans le cœur de l'entreprise, la cuisine de l'entrepreneur. C'est leur bébé qu'ils ont créé ensemble, donc l'émotionnel est exacerbé, les enjeux financiers sont extrêmement importants, et bien évidemment il y a une notion d'urgence vu ce qui se passe et par rapport au fait que c'est extrêmement tendu entre tout le monde. Ce qui m'amuse beaucoup au niveau de l'approche, c'est que j'interviens sur le plan émotionnel, opérationnel, financier et juridique. Donc l'accompagnement en tant que tel, il y a 80% qui n'est pas du technico-juridique, vu que le plus difficile pour les gens, c'est de décider, de se tenir à la décision qu'ils prennent. Comme dans tout d'ailleurs. C'est le gros challenge. Une fois que la décision est vraiment prise, et que l'émotion est canalisée, on peut dérouler le technico-juridique beaucoup plus facilement. Mais sous-estimer et sous-coter la première partie, c'est passer à côté de l'opportunité de réussir son changement dans ce qui se passe. Et pourquoi vous diriez que c'est une des choses les plus oubliées et mises de côté quand on lance une entreprise, une start-up? Pourquoi c'est quelque chose qui est aussi peu fait alors que ça paraît assez, rationnellement, ça paraît assez normal et cohérent de le faire? Alors, vu de l'extérieur, pour les gens qui ont de la bouteille au fil des années, quel que soit leur âge, ça paraît une évidence, mais pour les gens qui démarrent, ils pensent à tout, sauf à la relation à l'associé, et sauf comment ils vont s'ajuster avec leur associé.
leur priorité, c'est le product market fit, c'est le revenu récurrent, c'est le marketing pour développer la marque et le branding, et c'est bien évidemment les ventes de la boîte. Il n'y a pas de vente, il y a pas de business. Mais il n'y a pas un moment où on se dit, OK, on a une idée, j'ai monté une boîte, mais pourquoi cet associé-là et pas un autre? Ça sont des questions qu'on ne se pose pas nécessairement au début. On a une idée et on fonce directement. Donc toute cette nécessité, parce que c'est une nécessité, de soigner la relation à un autre en s'occupant de soi au départ pour savoir exactement qui on est et comment ça fonctionne, c'est absolument fondamental, et c'est le retour client que j'ai au fil des années. Quand j'accompagne des gens pour qui ça s'est pas bien passé parce qu'ils n'ont pas bien fixé les bases au départ, ils me disent, mais oui, on est passé à côté de l'essentiel, à savoir véritablement comment on va gérer la relation à l'autre. Tout est une question de place, et d'occuper sa place et de maintenir sa place sur le long terme. Et ça, si on a une bonne approche dès le début pour tester le rapport au temps, le rapport à l'argent et le rapport à l'autre, ça fonctionne. Si on ne prend pas le temps de faire ça, on ne trouve pas sa place. Ou on est en hyper-adaptation, on en fait trop, ou on en fait trop peu. Mais ce qui fait qu'il y a un déséquilibre qui se crée. Et pour éviter... Et au bout d'un moment, de toute façon, au bout d'un moment, ça risque de dérailler. Mais là, si vous arrivez d'entrée de jeu à vous poser les bonnes questions au niveau du rapport au temps, du rapport à l'argent, et surtout le rapport à soi et le rapport à l'autre, parce que les problèmes qu'on a avec quelqu'un d'autre sont jamais qu'une projection de quelque chose qui va pas bien chez nous. Les entrepreneurs qui réussissent et qui ont des super associations ont une excellente connaissance d'eux-mêmes, et ce qui fait qu'ils arrivent à très bien fixer leurs limites et surtout à communiquer pour que l'autre détermine ses propres limites. Donc la communication est très fluide. Donc à contrario, les gens chez qui ça déraille, ce sont des gens qui, par définition, au fil des années, c'est quelque chose de récurrent, ils n'ont pas trouvé leur place dans leur enfance difficile. Rapport au père autoritaire, mère dépressive, sont des schémas qu'on voit très souvent. Fratrie ou l'oncle ou la tante qui est très dominant dans la holding familiale, qui fait qu'à un moment donné, ça ne fonctionne pas parce qu'on ne trouve pas sa place. Mais on ne trouve pas sa place parce qu'on n'a jamais vraiment pris le temps de travailler sur soi pour occuper sa place dès le début. Super intéressant. Je pense, c'est une question que je voulais poser plus tard, mais là, elle me mord les lèvres. À quel point c'est proche une association business et un mariage? Parce que dans tout ce que vous dites, j'ai l'impression c'est un peu des problèmes qui ressortent aussi dans des relations de couple, le fait d'avoir des rapports au père, des rapports aux mères, des insécurités vis-à-vis de soi-même. À quel point c'est proche? Parce que dans ce que vous dites, j'ai vraiment l'impression qu'on pourrait ne pas expliquer le contexte et penser que vous parlez de relations de couple. Je pense que la relation de couple, la relation business, elle est extrêmement similaire, et que ça demande le même degré d'investissement pour poser des choix cohérents, quoi. On choisit pas un mec ou une nana du jour au lendemain parce qu'on s'est vu un soir. Il y a un débat de fond pour savoir s'il y a une vraie vision commune, un vrai partage de valeurs, et voir si on est sur une dynamique où on a envie d'évoluer ensemble. Donc le parallélisme, il est constant. La seule différence qui me fait marrer au fil des années, c'est que les gens ne se marient plus parce qu'ils savent que, statistiquement parlant, dans les grandes villes, il y a une tendance à ce que la vie des couples est assez courte. Par contre, on est maintenant véritablement sur un trend exponentiel de gens qui s'associent, avec de plus en plus de freelance. Et comme tout freelance, à un moment donné, arrive à un certain plafond, il y a deux business models qui ont le mérite d'exister en fonction de ce qui se passe, où on devient boss, solopreneur, avec autour de soi toute une garde rapprochée de freelance, où on tente l'entrepreneuriat en association, en se disant qu'on va plus loin à deux, à trois que seul, en fonction des bases solides et claires à mettre sur pied dès le départ. Mais je pense que le plus important, que ce soit dans un couple ou dans une association, c'est sortir de la zone de confort et de ces biais cognitifs qui nous sabotent et qui nous piègent, du style l'égalité, quoi. Donc si on fait la comparaison entre un couple et un business, pourquoi dans un couple, en fonction du montant du crédit hypothécaire remboursé, les deux doivent payer le même montant si les revenus sont pas identiques? Le parallélisme, il vaut également dans une boîte. Pourquoi on doit partir sur un système où de toute façon on va tout partager en deux sur un principe de soi-disant sacro-sainte égalité, alors qu'effectivement il y a un système à deux vitesses qui pourrait très bien fonctionner, où chacun trouve sa place sur un système d'équité, pour être très concret, donc un actionnariat non égalitaire, des salaires non égalitaires, et en fonction de ça, des rôles disjoints.
Sachant que quand ça se casse la figure, c'est chaque fois le même principe. C'est on a partagé le gâteau en 2, en 3 ou en 4 de façon égalitaire. On a le même salaire tous les mois en fin de mois. Surtout, on fait pas de timesheet parce qu'on va pas essayer de comprendre, d'objectiver et de factualiser qui fait quoi. C'est pas le but d'avoir 10 heures de plus que l'autre, mais en fonction des 10 heures, c'est quoi le retour sur investissement pour la boîte. Et bien évidemment, on fait la même chose. Comme ça, après un certain temps, on se dit, après 3-4 ans, en regardant mon rétroviseur, mais si on fait la même chose, pourquoi on est toujours associé? T'as entendu que j'ai pas besoin de l'autre, mais juste un sous-traitant. Donc, il y a une réflexion de fond qui doit être présente. Et c'est la même chose au niveau d'un couple, en termes de complémentarité, compatibilité et partage de valeurs. La similitude et le parallélisme, il est constant. Il faudrait faire des pactes relationnels, un contrat à signer, les conventions dès qu'on se met avec quelqu'un. Ça se fait aux États-Unis de plus en plus, hein. pas pour je pense qu'en Europe c'est moins à la mode, mais je crois que c'est surtout, alors quand on parle de pacte, je pense que si les gens arrivent déjà à se mettre d'accord sur une page A4, c'est déjà énorme. Je me permets d'interrompre ce super épisode pour vous parler d'une chose, c'est le fait que quand on développe une entreprise, il y a une erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, et en tant qu'entrepreneur depuis plus de 5 ans moi-même, j'ai fait cette erreur d'avoir plein d'outils éparpillés, plusieurs sheets Excel ouverts, un Drive, une campagne marketing sur Mailchimp, un peu de tout. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en Belgique, on a un ERP, on a un outil tout en un qui nous permet de gérer tout le fonctionnement de notre entreprise de manière digitale, centralisée au même endroit. Cet outil est très connu, c'est Odoo, mais soyons honnêtes, le problème avec Odoo, c'est que ça peut être technique, ça peut être chronophage de le mettre en place. On n'a pas toujours envie ou le temps de le faire. C'est là qu'il y a des boîtes qui viennent implémenter Odoo, donc ça veut dire vraiment de A à Z comprendre le processus, le fonctionnement actuel de notre entreprise et venir nous délivrer une solution tout en main sur Odoo. C'est ce que fait Initia, donc l'entreprise initia.be, avec ses fondateurs Charlotte et Thierry, qui sont d'ailleurs très sympathiques. Ils viennent analyser vos processus, analyser votre entreprise pour vous proposer la meilleure solution Odoo tout en un. Également, il y a quelque chose qui est encore très peu connu, mais en 2026, toutes les factures B2B devront passer sur une plateforme centralisée qui s'appelle PayPal. Et encore une fois, Charlotte et Thierry viennent vous implémenter celle-ci via Odoo. Je vous mets toutes les informations dans la description et on repart dans l'épisode. Merci à vous. D'accord. Ouais, c'est quelque chose que vous prêchez souvent dans ce que vous partagez, que le 50-50, bien souvent, et je pense peut-être dans 100% des cas, n'a pas sa place, ou peut-être proche. J'ai l'impression qu'il y a un peu une atmosphère, une perspective un peu tabou là-dedans quand on commence un business et de pas le splitter proportionnellement. Pourquoi il y a cette dynamique-là qui se met automatiquement? Pourquoi on se sent pas légitime de pas faire un 50-50 quand on lance un business avec quelqu'un? Pourquoi naturellement on a cette prédisposition à vouloir faire comme ça? Mais je pense que il y a un souhait d'égalité. Donc, par expérience, il y en a un des deux qui a l'idée, parce que c'est pas possible que les deux ont l'idée. Bah, il y a des films où ils sont posés dans un bar le soir et ils trouvent bien l'idée en même temps. Oui, non. Il y en a un qui a l'idée et l'autre qui va dans le sens de l'idée. Mais il y en a pas deux qui ont l'idée. Ça, c'est déjà pas possible. Ça, c'est un mythe que je voudrais bien déconstruire. Ça tient pas la route, quoi. Que l'un ait l'idée de départ et qu'après que ce soit co-construit, je veux bien. Mais il y en a un au départ qui a l'idée. Mais c'est un conflit de loyauté. On veut pas dire à l'autre qu'on veut être majoritaire. On veut lui faire plaisir, hyper-adaptation. Mais qui dit hyper-adaptation dit aussi une augmentation au niveau des attentes dès le départ. Je t'ai filé 50% de la boîte, mais t'as intérêt à bosser comme moi, sinon je t'attends au tournant. Ça, ce n'est pas nommé. Et puis, dès le départ, ça crée une frustration. Je reçois beaucoup de gens qui sont dans des binômes, ou voire à 3 à 4, qui ont des associations égalitaires, 50-50, 25-25-25, un tiers. Mais le 50-50, c'est récurrent. Comme je dis toujours, quand ça marche, c'est magique. Quand ça plante, c'est tragique. Parce que les conséquences, quand ça déraille, c'est très simple. Tout est bloqué. On arrive à une paralysie de la société. Vous me dire comment ça? Bah oui. Si vous avez deux volants dans la même bagnole, qu'il y en a un qui part à droite et l'autre qui part à gauche, ça va pas être possible, hein. S'il y en a un qui veut licencier la personne et l'autre qui veut la garder, ça va pas être possible. S'il veut donner des congés et que l'autre veut pas donner de congés, ça va pas être possible. S'il veut un business avec des grosses marges et quelques clients et que l'autre, il veut vraiment faire du volume avec des petites marges, mais vraiment énormément de clients, ça matche pas non plus. Que l'autre veut bosser avec un système de freelance et l'autre veut intégrer dans la boîte. Donc, tous ces sujets-là sont récurrents et systématiques. Et le why, le pourquoi, c'est cette notion de loyauté et d'égalité en se disant on va faire les choses justes en faisant un 50-50. Alors, de tous les 50-50 que j'ai rencontrés, j'en ai vu quelques-uns qui marchaient. C'est entre moins de 5% sur les 100% que j'ai rencontrés jusqu'à présent. Ce sont des gens qui sont ensemble depuis 5, 10, 15 ans. Ça marche jusqu'au jour où quelqu'un d'autre arrive dans la boîte. La génération suivante. Que ce soit la nièce, le neveu,
le fils, la fille. Et là, on a un désalignement parce qu'il y a une perte de considération pour l'associé historique qui fait qu'on rentre dans un nouveau binôme. C'est la personne qui a fait rentrer son fils ou sa fille qui se retrouve dans un tandem et l'autre est mis sur le côté. Et ça, c'est un système que j'ai déjà vu dans plusieurs associations 50-50. Donc, ça finit par dérailler suite à ce que j'appelle un EIP, un engagement individuel, un événement individuel perturbateur, pas un engagement individuel pension pour le back service, mais vraiment ça. Et ça, c'est lié au schéma de la vie, quoi. À savoir, il y a quelqu'un qui rentre dans la boîte, qui était pas là au départ et qui fait que on est sur une autre donne, quoi. Est-ce que c'est tout noir, tout blanc, entre guillemets? Est-ce qu'il y a je sais pas, disons, dans 99% des cas, c'est pas une bonne idée de faire un 50-50? Alors, sauf si vous voulez devenir client chez moi. Ok. Parce que il y aura des problèmes. Alors, j'accompagne des gens dans le cadre de projets d'association où ils insistent pour le 50-50. À ce moment-là, on trouve une formule pour, au moment où il y a un problème, que le problème soit solutionné le plus rapidement possible. Étant entendu que le but, c'est que l'association dure le plus longtemps possible sur une base claire, mais prévoir le divorce quand tout va bien, c'est éviter de se prendre la tête, parce que si on a une difficulté, on a du mal à communiquer. Quand on a du mal à communiquer, on a déjà du mal à exprimer son point de vue de façon rationnelle et factuelle. Donc, avec l'émotionnel exacerbé, si on n'a pas un document sur lequel retomber en disant « Ok, bon, voilà dans quelle pièce on peut jouer », l'idée, c'est quand même d'arriver à un système où le 50-50 est maintenu, et à ce moment-là, il y a un mécanisme pour le faire sauter au moment où ça casse, avec un système très simple pour savoir qui rachète qui, parce que ça revient jamais avec ça, ou c'est un achat, ou c'est une vente, ou c'est une liquidation, ou c'est une scission, si on a une grosse boîte qu'on peut scinder en fonction des branches d'activité, ne pas bloquer la boîte. Mais sinon, moi, la solution que je préconise quand je reçois les clients, et après ils prennent leur décision en connaissance de cause, je dis, vous désignez un majoritaire, c'est celui qui a l'idée de départ. L'autre, il accepte d'être minoritaire. Et après, pour celui qui a accepté d'être minoritaire, on lui offre des garanties financières avec des garde-fous pour garder un certain équilibre. Et je connais des couples comme ça des binômes qui sont à 51-49 pour qui ça marche à merveille. Mais ceux qui sont en 50-50, à un moment donné, moi j'ai déjà eu des gens qui m'ont consulté en disant vous pouvez me faire un pacte d'associés en expliquant à mon associé sur base du 50-50 que bon, si ça va pas, je peux quand même le sortir. J'ai écoutez, vous avez choisi un 50-50. Je comprends l'intérêt et le gros avantage de faire ça pour pas bloquer une situation, mais je pense que humainement, dans ces moments-là, à quel point la part d'ego là-dedans est grande quand on parle de négociation d'actionnariat, et je pense principalement au 51-49 qui effectivement change rien, mais je pense qu'il titille quelque chose en nous qui fait que ça peut rendre des conversations plus compliquées. Ouais, alors j'ai eu un call pas plus tard que début de semaine pour un 50-50 extrêmement compliqué, et c'est exactement ce que vous reflétez, enfin ce que tu reflètes, Sacha, à savoir que un des deux a dit à l'autre moi je veux 51 et l'autre il a dit non, hors de question. Ils ont dit à ce moment-là on reste sur 50-50. Vous vous sentez déjà, rien que dans la façon dont j'en parle, les dés sont pipés dès le départ en fait, parce qu'il y a déjà un climat de tension. Le verre il est déjà dans la pomme, alors que si les choses sont nommées dès le début, les gens que je challenge quand je leur fais un crash test pour les mettre sur le grill pour bien les matcher, qui savent exactement où ils mettent les pieds et qu'à ce moment-là ils ont des bases solides pour réussir, quand ils sortent de chez moi, ils décident en connaissance de cause. Mais il n'y a plus cet élément de rapport de force et de frustration. Les choses ont été nommées. Si on a un qui est déçu d'avoir proposé le 50-50 et l'autre qui voulait pas lâcher, bon, moi, déjà là, il y a une soupape de décompression pour s'ajuster. Mais ça crée d'office un rapport de force. Alors qu'il y ait des équilibres, oui, d'accord, mais au plus on met d'égalité, au plus on crée un rapport de force. L'actionnariat, 50-50, le salaire, idem, 50-50, alors que, bon, on y va à la confiance, on détermine un montant, mais on fait pas de timesheet. Ça sert à rien, les timesheets, on est bien connu, Pas de valeur ajoutée. Après, il y en a qui me disent, oui, mais le timesheet, c'est pas représentatif de la valeur ajoutée. Oui, mais au moins, on a un premier critère de quantification. Et puis, en fonction des heures prestées, on voit l'impact sur la valeur de la boîte. Et c'est pas parce qu'il y en a un qui a fait 5 heures qui est moins valorisé celui qui a fait 10 heures. Mais il y a des critères de comparatifs objectifs. Et après, on fait la même chose, on est interchangeable. Et ça, c'est ingérable sur le long terme. Les boîtes qui réussissent, et je le vois, et même quand je vois des gens pitcher dans des levées de fonds, je vois directement la maturité business pour voir si ces trois choses-là ont été déminées ou pas. Si c'est même actionnariat, même salaire et même fonction, on est dans une maturité basse.
C'est bien que tu mettes sur la table ce grill, comme tu l'appelles, pour ces entrepreneurs. Tu fais beaucoup de sensibilisation vis-à-vis du fait de faire des packs d'actionnariat et de pas faire du 50-50 et de discuter ces choses-là, notamment via LinkedIn. Est-ce que dans ces proportions d'entrepreneurs qui viennent te voir a priori, est-ce qu'ils arrivent toujours déjà avec une répartition nette des parts qu'ils ont en tête, ou ils viennent en discuter avec toi? Parce que est-ce qu'il y a cet effet un peu déjà trop tard, où le grill sert un peu à moins? La répartition des parts, ça reste le sujet le plus hot. Ils viennent chez moi avec énormément de certitude et ils repartent généralement avec un point d'interrogation à solutionner. Donc en fait, l'idée c'est que ça se fasse en deux parties, parce que le pacte d'actionnaires, pour moi, ça n'a pas d'utilité si c'est juste un document qui est signé sur un coin de table, auquel cas on télécharge sur Google, vous allez sur ChatGPT, là vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous challenger par rapport à ce qui se passe. Les accords sont faits pour être incarnés, transpirés. À partir du moment où on a transpiré sur une décision et qu'on s'est dit waouh, là c'est chaud, qu'est-ce qui se passe en fonction des enjeux, c'est pas un simple document qu'on met dans un tiroir qui va s'empoussiérer. Le document, on l'a compris, on l'a intégré. Et l'idée, bien avant le pacte, c'est d'avoir une colonne vertébrale simple et claire, où on évoque les sujets les plus sensibles, comme la répartition de l'actionnariat, qui reste clairement un des trucs les plus délicats. Et à ce moment-là, on a des vraies bases pour avancer. Sinon, c'est un château de cartes. À chaque fois, je veux le voir. Et pourquoi ces entrepreneurs-là vous contactent alors parce qu'ils veulent juste en faire un papier d'une décision déjà prise, j'ai l'impression. Non, alors les gens qui me contactent, ou il y en a un qui a déjà sa boîte qui ouvre le capital. Et là, il se dit, bon voilà, moi maintenant je vois le capital, il y a une notion de peur, je voudrais quand même tester la personne pour bien m'aligner avant de passer au stade des papiers, sachant que le besoin ressenti de l'entrepreneur, comme tu le dis, qu'il y a une maturité business, le point de départ, c'est le pacte d'associés. Mais avant d'arriver à ce document de pacte d'associés, il faut se mettre d'accord de façon simple et efficace sur tout ce qui se passe dans la boîte, sur des sujets qui sont pas sexy mais hyper importants. Donc comment ça se passe? Alors bon, ça reste assez simple, distribution de dividendes, mais c'est quand même très important. Bon, exclusion, maladie, décès, clause non concurrence, et puis last but not least, qui est le plus important, qui est vraiment le piège à con que je dénonce en permanence et que les fonds d'investissement voient aussi, c'est la durée du pacte. Je vois des pactes avec des durées de 15 ans. Les gens, ils savent pas où ils vont être après 5 ans. C'est loin, 5 ans déjà. Donc plus de 3 ans, c'est une ineptie. Ça ne sert à rien. Donc pour voir, quand je reçois comme ça les gens, le premier truc que je leur dis, vous partez sur combien de temps? Mais bon, au-delà de 3 ans, ça sert à rien. Vous faites déjà sur 3 ans, puis vous voyez dans quelle direction vous allez. Mais donc l'idée, c'est d'abord les aligner au niveau de leur compréhension mutuelle par rapport à leur personnalité respective. Une association, c'est quoi? C'est une vérification de matching, une vérification de compatibilité et une vérification de valeur. Les valeurs doivent pas nécessairement être identiques, mais les valeurs, elles doivent être compatibles. Si on a un des deux qui, dans ses valeurs, ne supporte pas le mensonge, et que l'autre est un pur commercial, et que lui, de toute façon, mentir, ça fait partie de son schéma pour atteindre son objectif parce que c'est un battant, à un moment donné, ça peut poser problème, quoi. Et ça doit être nommé d'entrée de jeu pour que ça se passe bien, parce que sinon, à un moment donné, ça ne fonctionne pas, quoi. Et la compatibilité et la complémentarité, oui, les deux sont liés, hein. Une des associations business historiques, au moment où ils avaient démarré, si on reprend les binômes les plus connus de l'histoire, tu prends Apple, d'un côté, t'as Steve Jobs, le visionnaire marketeur, et de l'autre côté, t'as Steve Wozniak, qui est le geek qui s'occupe de la technique. Le matching, il est évident et complémentaire. Et chacun est dans sa zone de génie, et chacun occupe sa place de façon complémentaire, avec des synergies, avec un cercle vertueux. Et là, ça fonctionne. Comment on trouve un associé? Je veux dire, j'ai une idée de business aujourd'hui. J'ai envie de lancer un business parce que je connais cette idée de me dire ok, je vais plus loin à plusieurs que tout seul. Je sais que c'est important les complémentarités d'expertise, les complémentarités de personnalité. Quelle est la meilleure manière, et je pense que c'est ce que tu fais dans ces grilles-là avec ces entrepreneurs-là, voilà, de comprendre quel est notre meilleur match pour nous, parce que est-ce que déjà tu conseilles d'aller chercher des gens dans son entourage? Est-ce que les business avec les amis, c'est quelque chose qui fonctionne? Si oui, comment? Quelle est la meilleure manière de s'entourer pour lancer un business? Donc, ça, c'est ta question. Comment on fait pour trouver un associé? Est-ce qu'on s'associe en business avec des amis ou à l'extérieur? Donc, le comment trouver un associé? Alors, je vais te surprendre, je vais prendre le contre-pied. Moi, je pense que les associations qui fonctionnent le mieux, des gens que j'accompagne au début de leur projet et qui cartonnent sur le long terme, sont des gens qui passent beaucoup de temps
à apprendre à se connaître eux-mêmes et à connaître l'autre. Donc, ils ont un degré d'implication au niveau des outils de développement personnel qu'ils connaissent et qu'ils appliquent pour eux-mêmes, qui est pas classique. On est au-dessus. On est vraiment dans le cadre d'un investissement sur soi important. Ça, c'est vraiment, à mes yeux, le point de départ. Donc, pour prendre un exemple très concret, ça va bien au-delà du format disque, là où on a les 4 couleurs, rouge, jaune, bleu, vert. En fonction des discussions que j'ai à l'heure actuelle par rapport aux gens que j'accompagne, j'intègre dans mon test la compréhension et une grille de lecture pour voir dans quel camp de base il se trouve au niveau de l'énéagramme qui comprend 9 familles. Donc on va déjà beaucoup plus loin. Mais donc pour ton idée business en famille ou pas, je pense qu'on fait du business ensemble, qu'on soit en famille ou pas, c'est plus une famille, c'est une équipe de sport. Faire de l'entrepreneuriat, c'est du sport de haut niveau. Ça demande une exigence permanente et ça surtout demande une résilience exceptionnelle. Le rapport à l'erreur et le rapport à l'échec ont déconstruit tout ce qu'on a appris quand on était à l'école où il fallait absolument avoir 9 sur 10 parce que tant qu'on sait pas casser la gueule et qu'on sait pas planter, en fait, on sait pas avancer. Et c'est le principe même de l'entrepreneur. C'est qu'en fonction d'un moment donné, il a un ego surdimensionné et en même temps, il doit arriver à accepter l'erreur pour la transcender et pour aller au-dessus. Donc quand tu dis famille ou pas famille, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Il y a surtout un système qui est sain ou pas sain au niveau de ce qui se passe. Moi, les gens que j'accompagne, quand le système de départ peut être très sain au niveau de leur business, il est clair que c'est plus challengeant dans une famille parce qu'il y a un système relationnel historique qui est déjà sur pied. Et là, il faut voir si on est dans la zone de génie qui s'appelle la prise de responsabilité ou si on est dans la zone de confort toxique qui est le triangle infernal. Qu'est-ce que j'entends par triangle infernal? Donc le triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur. Dans toutes les associations qui plantent, il y a toujours une des parties qui est dans ce que j'appelle une loyauté toxique avec un système d'hyperadaptation, voire de comportement sacrificiel, qui fait que un des associés boit de la soupe salée depuis 10-20 ans parce que ça a été son frère ou sa tante ou son oncle, et qu'on pense que c'est le bon système parce que ça fonctionne, jusqu'au jour où je le reçois et je l'ouvre les yeux en disant, écoutez, le système dans lequel vous êtes, ce n'est pas comme ça que chacun prend ses responsabilités pour arriver à ce que ça fonctionne. Donc ça, cette casse-là que je côtoie, ça me permet moi de la repositionner en valeur ajoutée quand j'accompagne les gens qui me contactent pour réussir leur projet d'association. Mais je te dirais, pour résumer, famille ou amis, il n'y a pas de règle, ça reste une équipe de sport. Mais donc, l'équipe de sport, elle fonctionne sur un cadre et sur un schéma qui doit être clair. On va prendre un exemple très concret. Si un des gars est consultant de la boîte et qu'il n'est pas actionnaire administrateur, il n'a pas à avoir la carte bancaire de la boîte pour aller partir en voyage, pour aller se faire de resto ou pour faire chauffer la carte pour ses plaisirs personnels. Ça paraît une évidence de bonne gouvernance dans toutes les boîtes qui sont gérées correctement, parce que tout simplement, quand on est entre guillemets entre gens responsables, on ne tape pas dans le compte bancaire de la boîte, mais dans tous les schémas que je vois des holdings familiaux à gros enjeux financiers que je côtoie, il y a un système récurrent où le premier truc que je check, c'est le montant du compte courant débiteur, qui est astronomique. Et on parle pas de 50 000 balles, on parle de 500 000 balles, 750 000 balles, 1 million, voire plus d'1 million d'euros. On se dit, mais comment on peut arriver là? Ah bah oui, voilà. Alors, ceux qui nous écouteront diront, oui, il suffit d'avoir un bon comptable pour que ça ne se produise pas. Je dirais, oui, vous avez tout à fait raison. Les bons comptables existent. Entourez-vous des bonnes personnes également par rapport à ça. Mais moi, je vois tout de suite mes targets, quoi. Je vois mes flags directement. Et ça sont des choses qui doivent être mises sur pied dès le départ. Donc, quand on a, pour être très concret, j'ai accompagné, il y a peu de temps, 4 actionnaires qui vont bientôt ouvrir le capital à de nouveaux entrants. Leur structure, elle est nickel. Ils ont une société opérationnelle ou qui sert uniquement pour l'opérationnel. Donc ils arrivent en fin d'année, ils vident la boîte, prennent leurs dividendes et ou c'est des management fees, et le reste ils laissent juste un petit montant pour investir pour l'année d'après, mais tout le reste passe sur leur société de management personnel. Et sur la société de management personnel, ils ont leur bagnole, leur assurance groupe et compagnie. Donc là, on est sur un système propre, c'est net, il n'y a pas de compte courant. Ça, c'est la bonne gestion. Pour ces gens-là, c'est un réflexe de départ évident. Quand on travaille en famille, si on a un des deux qui rejoint l'aventure par la suite, ces règles de bonne gouvernance qui semblent évidentes et du bon sens, c'est un système à remettre sur pied parce que c'est pas inné.
je vois que ça part souvent de travers par rapport à ça. Et on voit tout de suite les premiers signes des difficultés. Je me permets d'interrompre ce super podcast encore une fois, parce que le domaine juridique, les pactes d'associés, c'est super important, mais après, il faut construire une entreprise qui perdure dans l'ère du temps. Et l'ère du temps aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle. Il est super important d'aller automatiser tous ces processus, toutes ces tâches chronophages, construire des solutions qui comprennent de l'intelligence artificielle est vraiment super important de nos jours. C'est pour ça que j'ai fondé, moi, Sacha, l'entreprise Boldis.ai. On vient implémenter de l'intelligence artificielle dans vos processus, dans votre technologie si vous êtes une startup, dans votre produit que vous êtes en train de développer pour être sûr de pas manquer ce train de l'IA. Voilà, vous trouverez tout dans la description et on revient à l'épisode. Merci à vous. Je pense une des questions encore plus épineuses, et vous me direz si c'est pas le cas, mais c'est cette histoire d'associés qui rentrent par après. Je pense que c'est encore plus compliqué. Ok, on parle de timesheet, vous avez mentionné ça, que parfois on apportait plus de valeur à l'heure que l'autre peut-être pour le business. Cette histoire de ROI, c'est quand même des choses qui sont un peu intangibles au début. Quand quelqu'un rejoint, on sait pas forcément comment ça va évoluer. C'est des choses qui sont quand même dures à quantifier. Ce que par exemple le fondateur seul a apporté jusqu'à la boîte jusqu'ici, est-ce que la personne qui va rentrer va pouvoir apporter? Une personne qui dit oui mais j'ai apporté tout ça, l'autre qui dit oui mais je vais pouvoir apporter ça. C'est quoi les questions importantes à ce moment-là, les choses que vous allez regarder, les choses que vous allez analyser pour pouvoir faire une répartition qui est saine pour la suite? Alors le point de départ, c'est le rapport au temps. Je constate systématiquement que les gens confondent vitesse et précipitation. Et c'est le parallèle avec le couple. Hein. Et puis je vais t'expliquer. Donc c'est l'histoire de, on se rencontre et puis on passe du verre au bar au mariage. Alors qu'après le verre, on connaît le chemin classique de la séduction, comme tout le monde. On a le verre, puis on a le resto. Après le resto, on a le week-end. Et après le week-end, on emménage. Et après, éventuellement, on part de mariage. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 étapes. Les gens passent de la 1 à 5. Mais les gens qui veulent s'associer, c'est idem, quoi. On se voit un soir, qu'est-ce qu'on fait le lendemain? Le lendemain, on a un business plan, on va vite sur Internet, on a notre idée business, et puis le surlendemain, on passe chez le notaire. Et c'est time. Mais non, quoi. Moi, je connais des gens futés qui sont devenus, qui sont rentrés dans le capital de boîtes existantes, et qui ont fait le chemin étape par étape. Alors, le chemin étape par étape, c'est quoi? C'est pas en signer papier, je deviens actionnaire. C'est, je rentre dans la boîte comme freelance, j'apporte ma valeur ajoutée en tant que consultant externe. Donc, il y a déjà une autorité aussi naturelle qui s'installe par rapport au personnel de la boîte en disant, bah tiens, le mec est là, ou la nana est là, il connaît la boîte, il voit comment ça fonctionne, il voit qu'il y a une valeur ajoutée. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on se dit, OK, on va aller plus loin. Maintenant, moi, je voudrais devenir actionnaire, donc je ne veux pas rester consultant. J'ai accepté d'être consultant externe juste sur une période de 30 jours à 90 jours max, ou 100 jours grand max, pour qu'on puisse se tester mutuellement, voir si ça marche déjà, installer une relation de confiance. On bosse ensemble, tu me payes mes factures, moi je te fais le boulot, il y a une valeur ajoutée. Ok, maintenant cette étape est passée, on peut se mettre autour de la table et commencer à discuter d'une vision commune en disant la boîte elle est là, moi je voudrais l'emmener là, voilà ma compétence, comment toi tu vois les choses, et là on peut commencer à construire. Et une fois qu'on a cette étape-là de passer et que les gens se comprennent au niveau du pourquoi, parce que je pose régulièrement la question aux gens que je côtoie et que je reçois, je dis mais en fait, ok, pourquoi lui et pas un autre? Parce qu'ils ont une idée de business, mais pourquoi lui et pas un autre? Ah ben cette personne, je vais prendre un cas très concret en termes des binômes, cette personne a un tempérament de prise de décision rapide. Je parle pour moi. Je suis un type 8 au niveau Enneagramme, donc je suis quelqu'un qui fonce, mes décisions sont très rapides. Mon associé, elle a une base qu'on qualifie d'observateur, donc elle a un type 5, elle a un rapport au temps qui est complètement différent. Ce qui permet justement de se moduler mutuellement. Moi, quand j'ai le moment où je veux accélérer, on se dit, bon là maintenant ça va plus vite, ou à un moment l'autre va dire, ben non, il faut freiner. Et là on devient complémentaire parce que ça permet d'aller vite sans se précipiter. Mais cette notion de précipitation, on la retrouve tout le temps, partout. Il y a une notion de précipitation. Ensuite, dans les gens que j'accompagne au niveau des crash tests, il y a des gens qui me consultent pour le crash test et puis avec qui je fais le pacte d'associés, des gens qui me consultent pour le crash test et puis qui se disent on va se débrouiller par soi-même, ou qui ont déjà un pacte et qui se disent non, on va d'abord aller chez Debu parce qu'on voudrait quand même vérifier le matching vu les retours qu'on en a. Il y a 1, précipitation, 2, complexité, du bullshit qui dépasse les 20 pages pour 2 personnes, étant entendu qu'ils comprennent déjà pas le quart du tiers de ce qu'ils vont signer, ça ne sert à rien. Des clauses tag-along, drag-along, avec tous les termes en anglais, c'est absolument fantastique, mais les gens, ils veulent du pratico-pratique. C'est demain,
on s'associe, si on vend la boîte, comment on valorise, avec qui, sur base de quelles conditions, ça doit être prévu du départ, ça doit être simple. On s'associe pour combien de temps? 3 ans, puis on refait un point. Qu'est-ce qu'on fait s'il y en a un qui est malade? Combien de temps il est payé? Combien de congés on autorise sur une année? Est-ce que l'un et l'autre sont disponibles pendant les congés? Le piège à con, moi j'ai eu des crash tests. Il y en a un qui me disait, moi, mon congé, mon portable, il est coupé, c'est fini, il est plus joignable pendant 15 jours. Le mec, il m'a fait un bon, l'autre, sur sa chaise, en disant, mais c'est quoi ce bordel? Moi, je reste stand-by, s'il y a quelque chose qui se passe. Mais ça paraît débile. Jusqu'au jour où il y a un vrai où il y a un truc qui se présente. Parce que ça, si je pose cette question, je sais que en aval, quand on arrive en fin d'association, il y en a qui disent, oui, mais en plus de congés que moi, en plus, il n'est pas joignable pendant les congés. Je sais que ça frotte. Je sais que les questions frottent. Donc, je dirais précipitation, ça c'est l'erreur à éviter. Complexité, l'erreur à éviter. Et alors ça, je vais te le déposer parce que je le vois dans tous les cas que j'accompagne au niveau des changements de vie que les clients font. Le passager invisible. Donc le passager invisible, c'est la personne qui n'est pas associée dans la boîte, mais qui tire les ficelles. Donc ça veut dire que tu es associé, je suis ton associé, et un jour je te dis oui le lundi, et 2 jours plus tard, je dis non, j'ai changé d'avis. Mais tu dis, mais non, mais lundi matin, 9h, on a fait un point pendant 1 heure, on est d'accord, et 48 heures plus tard, t'as changé d'avis. Pourquoi t'as changé d'avis? Parce qu'entre-temps, il y a quelqu'un qui m'a conseillé extérieur, qui a une influence telle sur moi, qui fait que je change d'avis. Mais là, ça devient complètement ingérable. Là, je te parle d'une prise de décision. Puis tu peux avoir les vraies personnes qui tirent les ficelles, qui sont pas ni actionnaires, ni administrateurs de la boîte, mais qui en fait ont juste mis un pied en avant. Mais ce sont eux qui ont une influence complètement décisive dans l'ombre. Que ce soit l'oncle, la tante, le grand-père, le partenaire de vie. Les schémas peuvent être complètement inversés. La secrétaire de direction qui devient VP parce que c'est elle qui a le pouvoir, en fait. C'est une question de zone d'influence et de pouvoir. Donc, pas de précipitation, pas de complexité, pas de passager invisible. Et le troisième, c'est très difficile à cerner au début. Dans le cas d'une start-up au début où il y a que 2 personnes qui s'associent, il n'y a pas encore ces dynamiques-là. C'est après si quelqu'un rejoint une ouverture d'actionnariat. Alors. Tu connais quelqu'un qui crée une start-up, qui sort de son job le soir, qui n'en parle pas chez lui quand il rentre? Pas moi. Non, il n'y a pas des pressions externes. Il y a des échanges externes. Le tout, c'est de nouveau que chacun reste à sa place. Se nourrir des conseils externes, c'est fabuleux. Mais une fois qu'on a pris une décision avec son associé aussi, tiens, ça paraît simple et con, mais prendre une décision et s'y tenir, il y a beaucoup de personnes qui prennent une décision et qui changent d'avis, alors qu'il y a un élément externe qui fait qu'il y a matière à changer d'avis parce qu'il y a une remise en question effectuée. C'est logique et normal, on est sur du dynamique. Mais s'il n'y a pas d'élément externe significatif, on maintient le cap. Sinon, l'autre ne sait plus ce qu'il fait. Et c'est ce qui se passe. C'est comme ça que naissent les désalignements et les visions qui ne sont plus dans le même sens pour regarder vers où on va. Et ça va très vite. Hein. Comme quoi? Quel type d'événement? Un désalignement par rapport à une vision, moi je pense que c'est très important d'arriver à bien se comprendre et surtout de se poser les questions mutuellement en disant mais attends, lundi tu m'as dit oui, mercredi tu m'as dit non, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi? Se parler quoi. Vous avez mentionné plusieurs choses, le grill, le crash test. C'est quoi l'ensemble du parcours entre guillemets auquel une association pourrait se mettre à table pour optimiser vraiment cette création? Alors moi je crois qu'il y a 3 stades. Il y a le porteur de projet. Il y a 3 stades possibles qui sont cumulatifs ou pas. Il y a le porteur de projet. Le porteur de projet, avant qu'il challenge un associé potentiel, il doit avoir sa propre vision des choses pour savoir comment il fonctionne au niveau de son rapport au temps, au niveau de son rapport à l'argent, au niveau de son rapport à l'autre. Ce sont des trucs absolument fondamentaux. Et si pour lui c'est difficile de dire non à un autre, alors que c'est une question d'assertivité, ça veut dire qu'il a un problème d'estime de lui, nonobstant ses qualités au niveau de sa confiance en lui pour monter un business. Si le rapport au temps, il bosse tout le temps et qu'il n'a pas de vie de famille, il doit trouver un associé sur lequel il s'aligne par rapport à ça, parce que si l'autre, il a une vie de famille, il va pas être sur les mêmes horaires. Et idem au niveau de l'argent, si on a un qui est multimillionnaire et qui monte un projet pour le plaisir, il s'en fout pas mal de laisser tout le cash dans la boîte pour développer la boîte. Donc ça, c'est le point de départ. C'est d'abord le one-to-one pour savoir dans quelle direction il veut aller. Ensuite, il y a le crash test. Le crash test, moi, je vois au fil des années, ça, c'est la baguette magique pour réussir parce que je donne aux personnes que j'accompagne un questionnaire
de 30 questions avec les 30 points de douleur que je vois dans les associations qui se plantent. Donc, on diminue tout d'entrée de jeu et on tue les problèmes. Alors, le crash test, le questionnaire, ils le reçoivent séparés. Et après, on compare les et après, on fait un kick-off, un brainstorming de 2 heures où je les mets sur le grill et on aborde toutes les questions. Et ils sortent de chez moi avec une page À4. Les questions restantes sur lesquelles ils doivent se mettre d'accord. Et ensuite, une fois qu'ils ont solutionné ces questions sur la page A4, leur colonne vertébrale est prête pour rédiger le pack d'associés. Mais aller chercher un pack d'associés chez quelqu'un, sauf si on est dans des partenariats business stratégiques, qu'on a déjà une association. Ça m'arrive d'accompagner des gens qui contactent en disant, écoutez, voilà, moi je veux un pack d'associés, j'ai un partenaire stratégique, je fais du business depuis 10-15 ans, donc tout ce que je veux, c'est sécuriser mes intérêts et voir comment je peux fluidifier les contacts avec mon partenaire sur le plan financier, sur le plan économique. Je dis très bien. Mais ceux qui créent ensemble le truc, si ça passe pas par une mise sur le grill, ils ne prendront pas le temps de le faire. Et là, ça se fera, au lieu de se faire de façon instantanée sur 120 minutes, ça va se faire dans la douleur par essai-erreur. Étant entendu que l'être humain fonctionne comme ça, l'être humain n'apprend que par douleur. Est-ce qu'il faut rater des associations pour faire des associations réussies? Non, moi je pense que les gens qui sont très bons et qui bossent beaucoup sur eux, ils arrivent à attirer à eux immédiatement les bons associés et ils cumulent les success stories. C'est la différence entre le serial entrepreneur qui cartonne et le mec ou la nana qui a eu une enfance difficile et qui répète les erreurs du passé parce qu'il a toujours pas vu les signes pour savoir comment il doit solutionner le problème. Donc la variable, c'est le travail sur soi-même La variable est clairement le travail sur soi-même. Une maturité qui fait qu'on se connaît très bien et surtout cette capacité de se remettre en question. L'orgueil est le truc le plus important. L'ego est très important pour un entrepreneur. Si on n'est pas un entrepreneur, on a un ego surdimensionné parce que ça demande quand même un travail sur soi en disant ok, tout le monde est contre moi j'y vais quand même parce que je crois dur comme fer à mon idée. C'est le système qui est ainsi fait. Mais à côté de ça, ça demande quand même aussi une capacité de remise en question. Parce que les gens qui restent dans leur fausse certitude, ils se prennent le mur à l'arrivée. Or, les gens intelligents, ils ajustent la voilure différemment. Donc, pour être très concret, parce que il est évident qu'une vie d'un long fleuve tranquille d'association de couple, ça n'existe pas. Donc, le tout, c'est de savoir comment on gère la difficulté et comment on gère une crise. Parce qu'un problème qu'on a avec l'autre, c'est un problème, une projection d'un problème qu'on a sur soi-même. Hein, si on est stressé par rapport au pognon, que la façon l'autre l'utilise, c'est parce que nous-mêmes, on n'est pas alignés sur notre rapport à l'argent et qu'on a du mal par rapport au pognon, qu'on voit le pognon comme du stock et pas comme un flux. Hein, ça paraît une évidence, mais... on a une frustration, un énervement contre l'autre. On devrait d'abord se poser vis-à-vis de nous-mêmes et réfléchir. Alors, oui, tout à fait. Moi, je pense que le point de départ, quand ça commence à déborder et que c'est tout à fait possible de se réaligner, c'est chacun, de son côté, prend 1 heure et met sur une page A4 factualise ce qui va pas et pourquoi ça va pas. Et puis vous mettez les 2 personnes avec un tiers dans une pièce et on crève l'abcès pendant 1 heure, voire 2 heures. Et après ça, où on est juste sur ce qu'on appelle un ajustement simple parce qu'il y a eu un simple problème de communication. Il y en a un qui a zappé, il y en a un qui a pas lu, il y en a un qui a mal lu, hein. Les 3 cas habituels. Et là, vous vous alignez parce que les 2 personnes sont de bonne foi. Ou vous êtes dans un système pervers toxique parce qu'il y en a un des 2 qui manipule l'autre. Et là, il faut dire stop. Vous avez vraiment une relation long terme avec vos clients où c'est pas seulement le crash test ou le grill, c'est vraiment au fur et à mesure de leur association, au fur et à mesure des années, dès qu'il y a des conflits qui émergent, ils reviennent un peu avec vous pour... Alors, les clients que j'accompagne à bon port dans le cadre d'associations qui construisent, ces gens-là, ils me recontactent ponctuellement en cours d'association. Et d'ailleurs, je te dépose le truc, c'est que s'ils ont accepté un 50-50, dans les 24 mois à 36 mois plus tard, il y en a un des 2 qui me recontacte en disant « je voudrais casser le 50-50 ». Ça, c'est mathématique. Ça se casse ? Ah bah, ça se casse quand il y en a un des 2 qui l'accepte. Enfin, quand les 2 l'acceptent. Voilà. Mais ça arrive souvent, ça s'ajuste, ça se module. Maintenant, les gens que j'accompagne, quand on est au premier coup de l'orage, il y en a beaucoup qui savent pas qu'ils vont se séparer quand ils me contactent. Ils vont juste pas bien. Ils ont même pas bien identifié que c'était par rapport à leur associé et qu'ils allaient pas bien. Jusqu'au moment où ils prennent conscience que c'est par rapport à l'associé qu'ils va pas bien. Étant donné que la première chose à demander quand on rencontre un client, c'est quand vous êtes avec votre associé que vous l'avez vu, que vous avez passé une demi-heure avec lui, l'énergie elle est montée ou elle est baissée? Votre charge mentale elle est montée ou elle est baissée? Donc si la charge mentale monte et que l'énergie diminue, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus dans le rapport à l'autre. Donc l'idée après, c'est pas de solutionner un dossier. L'idée, c'est de leur
offrir les possibilités pour qu'ils puissent faire un changement de vie. Les gens que j'accompagne au moment où on va jusqu'à un stade, si nécessaire, de séparation, il y a un accompagnement émotionnel et je deviens de plus en plus strict avec le cadre que j'impose au fil du temps. Quand je vois au niveau de l'émotionnel, maintenant, sauf exception, si je vois que la personne est déjà très très bien connectée au niveau émotionnel, mais c'est pas toujours le cas vu que de toute façon, s'il y a un désalignement, il y a un problème émotionnel, je leur dis écoutez, je suis prêt à accepter votre cas, mais vous avez un accompagnement émotionnel hebdomadaire avec quelqu'un en dehors de mon périmètre. Quand vous étudiez le... Je ne prends pas tout sur mes épaules. Je suis avocat d'affaires avec une approche émotionnelle, mais je suis pas psy et j'entends pas le devenir. À chacun son métier. C'est ce que j'allais dire directement après. Quand vous étudiez le droit il y a 20 ans, vous savez pas que vous allez être psychologue à certains moments. Non, mais je crois que c'est un chemin de vie et c'est en fonction de l'expérience d'envie qu'on arrive à développer ça. J'ai une maturité par rapport à ça en fonction du chemin de vie qui est le mien. J'ai perdu mes parents très tôt dans ma vie, qui est une force énorme maintenant. Le premier est parti quand j'avais 22 ans, le deuxième est parti quand j'en avais 38, maintenant j'en ai 49. J'ai eu un divorce papy des Verts qui remonte maintenant à plus de 12-13 ans. Ces épreuves m'ont énormément grandi. Donc quand on dit un conflit entre associés, ce n'est pas destructeur un conflit avec son partenaire ou avec son associé. Il y a rien de destructeur. C'est la façon dont on vit l'événement pour voir si on en fait une force et une faiblesse. C'est destructeur si on reste dans le triangle infernal et qu'on se positionne comme victime. Le triangle avec le bourreau, ouais. Victime, bourreau, sauveur. Mon associé est infernal avec moi, c'est dégueulasse. Vous vous rendez compte ce qu'il me fait? Victime. Alors, c'est pas cool ce qu'il vous fait, je suis d'accord avec vous, mais vous devez quand même toujours être conscient à un moment donné que ça se joue à deux. C'est une co-création. S'il est pas cool avec vous, c'est parce que vous avez accepté à un moment donné qu'il soit pas cool avec vous. Vous n'avez pas dit stop, vous n'avez pas réussi à fixer le cadre. Est-ce que vous acceptez cette nouvelle posture de prendre votre responsabilité et de faire un travail sur vous par rapport à ça pour ne plus être dans le triangle ou pas? Si vous acceptez je comprends que ce soit difficile, je suis là pour vous aider, vous soutenir, mais je ne vais pas solutionner le problème à votre place. Si vous acceptez de prendre votre responsabilité, à ce moment-là, on peut aller loin. Vous pouvez changer de vie de façon constructive et sereine. Et celles et ceux que j'ai accompagnés qui, maintenant, cartonnent, ce sont des gens qui ont fait un énorme boulot sur eux. Comment on travaille sur nous-mêmes? Donc, on sait qu'on est entrepreneur, on a peut-être déjà raté des associations et on sait qu'il va y en avoir d'autres. On sait potentiellement qu'il y a des problèmes en nous ou des choses à améliorer. On sait pas trop, ça dépend un peu des périodes, ça dépend un peu des émotions. Quels sont un peu, d'un point de vue d'un développement purement personnel, comment on peut améliorer cet aspect-là. Et après, ça va se répercuter très certainement sur nos relations business, nos relations de couple. C'est quoi les actions un peu à entreprendre, mais surtout sur les relations business. Ouais, je pense que le point de départ, c'est déjà accepter de prendre du temps. Donc couper son téléphone 30 minutes ou 1 heure par jour et ne rien faire. Rien faire. Réfléchir. Même pas réfléchir, rien faire. C'est possible de rien faire sans réfléchir? Alors, se laisser prendre du temps pour déjà simplement se poser. Et je pense que ne rien faire, en fonction de ça, il y a des idées qui vont venir. Ça, je crois que c'est déjà le point de départ parce qu'on vit dans une société qui tourne de plus en plus vite. Bloquer 1 heure dans son calendrier, j'écris ne rien faire. Oui. Et tout couper, et après faire quelque chose qui vous plaît, ou bien ne juste rien faire, ou vous balader, enfin voilà, couper. Ça, je crois que c'est vraiment le point de départ. Puis une fois que ça a été coupé, noter les idées qui sont venues, et voir s'il y a des... Ok, là je me suis planté, quel était le contexte, quels sont les faits, pourquoi je me suis planté, est-ce que ça s'est reproduit une deuxième fois? C'est lié à ma colère. Je peux parler de la colère parce que c'est mon premier bain historique. En fonction de mon camp de base, la colère est très présente dans mon histoire de vie. Cette colère, elle était un moteur, elle était constructive, elle était destructrive. Comment ça s'est manifesté? Qu'est-ce que je fais avec ça? Pourquoi j'étais en colère? Bon, alors je dis colère parce qu'en fait, les 3 grandes émotions, c'est peur, tristesse et colère. Et en fonction de son camp de base, on est plus dans la tristesse, on est plus dans la peur, on est plus dans la colère. Étant entendu qu'on a un biais de négativité qui est très présent chez l'être humain avant d'être dans la joie. Hein. Il suffit de voir le film Vice Versa, le dessin animé de Pixar. Sur les 5 émotions, il y en a une vraiment positive et 4 négatives. Donc la vie, si pour que la une qui est positive prenne le dessus sur les 4, c'est un combat contre soi-même pour arriver à devenir la meilleure version de soi-même, quoi. Donc ça prend vraiment du temps. Et puis voir après si on est ouvert ou pas à des sujets de développement personnel, tout simplement.
Chacun a son histoire de vie, ou tout simplement être vraiment aussi dans un équilibre entre le pro et le business, quoi. Enfin, entre le business, entre le pro et le privé, quoi. Ça, c'est vraiment super important, quoi. Voilà, le truc qui marche bien, je trouve aussi, quand on rencontre quelqu'un pour discuter business et que vous avez une super idée et que vous êtes sur le coin d'une table, si vous êtes dans un café, vous prenez un carton de bière, vous prenez un bic chacun des deux et vous notez chacun de votre côté 10 valeurs. Et après, vous comparez combien de valeurs vous avez en commun sur les 10. C'est chaud, hein? C'est chaud. Bah, déjà, 10, c'est beaucoup. Vous en prenez 5, éventuellement, pour commencer. 10, c'est pour être certain. Si vous êtes en dessous de 3 sur les 10, il y a matière à se comprendre, ou à moins que ce soit des mots. Si vous êtes entre 5 et 7, là, ça devient intéressant à creuser, quoi. Ok. Ouais, non, se comprendre soi-même pour savoir déjà ses valeurs et être avec quelqu'un qui se comprend aussi soi-même et qui connaît ses valeurs pour pouvoir faire ce travail de matching. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est en 2 étapes. Pour pouvoir matcher dans un deuxième temps, il faut déjà que les deux se connaissent très bien personnellement. Oui. Ou l'un des deux qui se connaît bien pour pouvoir challenger l'autre sur les bons sujets, quoi. Quand on a un problème dans un conflit, c'est important de savoir pardonner, mais c'est important de savoir rester aussi sur son cadre. Garde ses limites. Voilà, c'est une question d'assertivité. Et si l'autre vous dit oui, mais tu as été violent avec moi, tu as été agressif, ça peut être de la manipulation parce que c'est un peu facile. Là, on retombe dans la victimisation, bien évidemment. C'est écoute, t'as pas été cool, y a un contexte, je comprends, mais voilà, j'ai entendu, mais j'accepterai pas que ça se reproduise. Pourquoi ça pète? C'est quoi les 3 raisons les plus récurrentes? C'est quoi les choses sur lesquelles il est sur la table le plus souvent? Pourquoi ça... Le truc qui vient sur la table le plus souvent, c'est le 50-50. Hein. Okay. Et c'est quoi la frustration qui en découle? C'est je travaille plus que toi, j'apporte plus de valeur que toi, c'est quoi la... Oui, je travaille plus que lui, je gagne moins que lui. Il gagne trop, donc l'argent, il gagne trop par rapport à ce qu'il fait. Oui, mais où il y a une vision qui fait que ça marche plus. Mais je crois que la vraie raison pour laquelle ça pète, je crois que c'est une usure au niveau de la possibilité de s'entendre mutuellement. Je pense qu'une association comme un couple, ça demande une discipline pour prendre soin l'un de l'autre. Donc très concrètement, avec un rituel pour, par exemple, se voir tous les trimestres. Et passer une avant-midi ensemble, on regarde dans le rétro et on regarde ce qu'on va faire. Ou simplement faire un event ensemble. Les gens se perdent vite de vue, en fait, à l'heure actuelle. Donc on se perd de vue, donc on n'a plus vraiment de lien. Ça va... C'est assez systématique. Et ensuite, si ça pète vraiment, c'est parce que la personne n'a pas trouvé sa place depuis le début, parce qu'elle était en hyper-adaptation. Et donc, elle a perdu pied, elle a perdu le contrôle. Elle a perdu le contrôle d'elle-même, elle a perdu le contrôle de sa boîte si c'était le fondateur historique. Et elle se retrouve en difficulté à un moment donné, ou si ça pète, effectivement, l'autre bosse plus. Et à ce moment-là, on arrive à une fin. Il y a 3 grands types d'associations, hein, où on est dans une association égalitaire, où c'est, de 3 types de clients où sont des majoritaires, qui disent là maintenant, on arrête l'histoire parce que l'autre personne, là, sa vision, elle fait vraiment n'importe quoi. On peut pas continuer comme ça. Où on est dans un cadre minoritaire qui n'est plus aligné, qui se dit bon voilà, maintenant moi j'ai participé, je veux mon exit et on passe à autre chose. Mais l'être humain est ainsi fait que ça demande énormément de challenge pour rester aligné sur la compatibilité et la complémentarité sur le long terme. Une complémentarité du départ tient la route si on prend le temps de poser les choses avec les mêmes valeurs. Parce que s'il n'y a pas d'éthique dans l'association, ça ne sait pas fonctionner. Donc, quand tu me dis pourquoi ça pète, c'est un problème d'éthique. L'autre, il y en a un des deux qui sent que ses valeurs ne sont plus respectées, n'arrive plus à communiquer avec l'autre pour dire que ses valeurs ne sont plus respectées, et ça casse. Parce que je me dis aussi, dans une association qui s'étale sur des années, ok, il pouvait y avoir un match excellent au début, mais après, on reste 2 individus différents qui évoluent au fur et à mesure de notre vie. Oui, mais il y a des gens comme ça que j'ai connus, on va prendre un cas de 50-50, c'est un des rares que j'avais rencontré, il y a de ça une dizaine d'années, et le mec m'expliquait que ça marchait bien avec son associé parce qu'il le voyait très peu, et qu'ils avaient des rôles complémentaires. Donc, et à contrario, il y en a qui vont dire, moi je suis en famille, on se voit tout le temps, donc il n'y a pas de règle. C'est une question de flow. C'est une question de flow pour arriver à rester dans une oscillation où on se comprend. Ça, c'est super. Mais communiquer, se parler. Donc, ça veut dire qu'on prend un moment où on se parle.
Se comprendre. On se comprend mieux en présence d'une troisième personne dans la pièce que si on a deux. Hein. Sinon, l'information percute pas. Hein. On reste dans sa bulle. Se comprendre. Et quand on s'est parlé, qu'on s'est compris et prendre une décision, la simplicité ne permet pas l'erreur. Hein. Et pour contrer cette hyper-adaptation de notre associé, par exemple, c'est vraiment cet aspect de se voir tous les 3 mois, comme vous disiez, faire une après-midi pour débriefer du trimestre, des rendez-vous hebdomadaires. On parle peut-être pas des opérations, mais juste de comment se sent l'un l'autre. Est-ce qu'il y a des must-to-do pour vraiment faire en sorte... Je pense qu'au niveau de la grille de lecture, oui, il faut savoir comment le trimestre s'est passé, comment l'un l'a vécu et quelles sont les questions qui ont été mises sous le tapis qui fâchent. Ce genre de réunion où l'idée c'est de faire remonter à la surface les non-dits pour que justement le problème soit tué dans l'œuf. Ça c'est absolument fondamental. Est-ce que le fait que il y ait de plus en plus de remote, de business en ligne, ça a une corrélation avec je sais pas, des pactes qui explosent, des associations qui se passent mal, de plus en plus de problèmes dans des boîtes, ou c'est justement est-ce que vous voyez une espèce de... Moi, je pense que c'est surtout une question d'arriver à se comprendre mutuellement en se posant les bonnes questions. Voilà. Alors, je vais prendre un sujet très très simple qui est l'argent. Pas de tabou sur l'argent. J'ai fait un post LinkedIn sur le sujet il y a de ça quelques semaines. Ça veut dire quoi, pas de tabou sur l'argent? Ça veut dire quel est ton patrimoine personnel? À quel point tu as besoin du pognon de la boîte pour vivre? Premièrement. Deuxièmement, c'est quoi ton appétence au risque pour aller chercher du pognon ou pour faire un crédit par rapport à notre activité? T'es risque averse ou t'aimes bien le risque? Hein? Et troisièmement, c'est quoi le montant que tu as besoin tous les mois pour avoir ta qualité de vie idéale? C'est pas des questions qu'on se pose beaucoup. Hein? Pourtant, elles sont simples. Et ça change tout, bien évidemment. Parce que si on a un mec en face qui est multimillionnaire et qui est juste là pour s'amuser et qui veut que le fric reste dans la boîte, ok. Tandis que si l'autre a le couteau entre les dents en disant putain, moi, tous les matins quand je me lève, je joue ma peau parce que c'est ma boîte, c'est mon bébé et c'est elle qui me fait vivre. Ok, si c'est nommé depuis le début, on va se comprendre. Mais à ce moment-là, c'est ajusté, quoi. Je veux. On avance dans ce cadre théorique et je pense, je sais pas combien de pactes associés vous avez fait, je sais pas si vous avez une idée du nombre d'entrepreneurs que vous avez rencontrés, mais quelles sont les histoires un peu que vous avez vues, je pense qu'ils peuvent être sympathiques, qui sortent un peu de l'ordinaire, des histoires un peu diverses et variées comme ça que vous avez rencontrées dans votre voyage. J'ai un cas croustillant quand même, parce que j'ai regardé dans le rétro quand j'ai regardé la question par rapport à ça. Il y a un cas quand même qui m'a vraiment marqué parmi tous les cas. J'ai reçu un client un dimanche après-midi à 15h. Il était comme ça, un 50-50. Son associé venait de retirer 600 000 balles de la boîte. Il se baladait sur un autre compte, prendre la malle à l'alcool. Donc en plus, il était totalement en mode panique. Et puis on a eu comme ça une partie de bluff avec son associé pendant 2 mois et demi. Où on est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, sachant que mon client voulait absolument racheter la boîte, qu'on n'a pas annoncé la couleur tout de suite pour pas se déforcer, bien évidemment, c'est une partie de poker. Donc on est passé d'un montant au départ où l'autre associé voulait 800 000 balles. Puis 2 semaines plus tard, pour une raison irrationnelle, il est passé à 300 000 balles. Et finalement, mon client a racheté pour 1 euro. Parce que en fonction de ce qu'il y avait sur la table, la boîte valait 1 euro. Il a récupéré les 600 000 balles dans la boîte et au niveau du cash, au flot de la société, il a racheté pour 1 euro. Donc, ce qui est assez magique, c'est le côté jeu des relations humaines. Parce qu'en fait, entre un point de départ et un point d'arrivée, bon, il y a des situations qui sont figées. On sait très bien, bon, là, la personne, elle veut son exit, elle veut son pognon, c'est tout. Mais il y a des cas de figure. Quelqu'un qui veut absolument vendre finit par racheter parce que tout simplement, il savait pas que l'autre avait un plan B de vie et allait partir. Et lui laisse la boîte à un bon prix. Et qu'il était en mode fuite, parce que cette personne déteste les conflits, qui préférait partir que de devoir affronter l'autre. Et à vice versa, on peut se trouver dans un schéma où les gens qui veulent absolument acheter par ego pour sortir l'autre, finissent par vendre, parce que quand ils ont fait leur calcul en disant mais combien je vais avoir, combien de temps je vais mettre
en fonction du crédit d'investissement que je dois financer pour acheter les parts de mon associé qui part? Est-ce que si je suis sur un délai de 7 ans, 10 ans, en fonction du marché dans lequel je me trouve, est-ce que j'achète toujours ou est-ce que je vends finalement? Et ça prend beaucoup de temps pour challenger le client sur base de fausses certitudes pour arriver à ce qui se passe. Donc on a des anecdotes et des cas vécus anonymisés. J'en ai énormément au fil des années. Les gens, ce sont des histoires de vie, ce sont des tranches de vie, et en fonction de ce qui se passe, ils changent de vie à chaque fois. Et c'est ça qui est magique en fait. Et idem quand les gens qui s'associent dans le bon sens et qui réussissent leur association, ils changent de vie parce qu'ils disent ok, là maintenant on a abordé toutes les questions qui fâchent, maintenant on peut dérouler. Vous arrivez toujours dans un moment charnière de la vie des gens, que ce soit au début de la boîte ou s'il y a un problème. Tout à fait, j'ai un rôle de passeur, que ce soit au début ou à la fin, ou dans le cadre de la continuité, mais les gens me contactent ou au début ou à la fin, clairement, parce que là je suis dans le cœur du sujet évidemment. Les enjeux sont à leur paroxysme, donc c'est ça qui est gai, bien évidemment. C'est ça qui est excitant quand vous réveillez le matin. Tout à fait. L'impact est fondamental au niveau de la valeur ajoutée, et donc par rapport à ça, c'est là que je me sens utile, et c'est là qui est ma place. C'est ça qui vous drive. Oui, mais c'est surtout aider les entrepreneurs à mieux vivre leur association. Il y a moyen que les choses se passent très très bien. Et si on arrive le but c'est de réussir l'association, et si on arrive au bout, le but c'est de garantir que ça se passe bien à la sortie. Y a cette notion d'ego, on en a parlé 5-10 fois là en 1 heure, donc c'est vraiment une place importante dans l'association. En 2 temps, comment on peut identifier, se comprendre soi-même que parfois on est en train d'agir par ego, et comment on peut contrer ça une fois qu'on l'a réalisé, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut agir? Je crois que la vraie question, c'est est-ce que ma décision, elle est prise sur un élément factuel, rationnel, objectif, ou uniquement sur base d'un émotionnel qui me drive? Alors, toutes les décisions sont basées sur les émotions, on est bien d'accord, mais l'émotion, elle est filtrée ou elle est excessive? De l'intérêt de se poser avec une feuille pendant 1 heure et écrire chose. Et ça, c'est encore une fois un travail sur soi-même, de savoir quand on est un peu guidé par l'émotion et qu'on devrait prendre un recul. Oui, heure manuscrite avec son papier, et puis vous prenez ChatGPT, vous challengez, voilà ma position de départ, voilà ce que j'ai noté, qu'est-ce que t'en penses? Il y aura toujours des surprises positives à l'arrivée. D'accord. On approche vers la fin, et je voulais un peu parler un peu plus de vous. Ça fait plus de 20 ans que vous faites ça. Quels ont été un peu les pivots dans votre approche personnelle? Vous aussi, vous avez évolué humainement, vous avez évolué dans votre relation avec le client, vous avez évolué dans votre façon de communiquer avec les clients. Franck, il y a 20 ans, et Franck maintenant, à quel point il a changé avec toutes ces expériences-là, tous les entrepreneurs qu'il a rencontrés, et au niveau de ces discussions-là, est-ce que vous abordez les choses différemment? Qu'est-ce qui a changé, en fait, ces 20 dernières années? Alors, je vais vous surprendre, mais en fait, pour moi, là où j'en suis maintenant, je vous dirais que c'est la connaissance de mon passé qui est ma réussite. C'est que j'ai pris le temps de voir dans le passé ce qui n'était pas passé pour en faire une force. Ça, c'est premièrement. Ensuite, j'ai un drive, j'ai envie de continuer à mieux me connaître au fil du temps, à devenir... on s'apprend encore à 49 ans? On s'apprend tous les jours. Jusqu'au dernier jour, je pense. On compense la fougue par la sagesse avec l'âge qui change. On est toujours aussi impatient, mais on se rend compte que y a rien à faire. La patience, elle doit être là, parce que sinon, surtout pour des gens qui veulent avancer vite. Mais je pense que c'est surtout une envie de mieux se connaître et une envie de partager, quoi. Si je suis sur les réseaux sociaux, au départ, c'est pour partager. Je vais pas oui, bien évidemment, sur le plan business, c'est fondamental d'être à l'heure actuelle visible, mais au-delà de ça, c'est une question de partage. Je passe quand même plus de 20% de mon temps à créer du contenu. Il y a des gens qui vont me lire toute leur vie, qui sont jamais clients chez moi. Je suis là pour partager. Là, maintenant, ici, à la rentrée, on attaque, on est en train de rédiger la newsletter L'Avoclac, où ils vont avoir un type concret sur leur association qu'ils vont recevoir tous les 15 jours. C'est également une envie de partager, quoi. Donc là, il y a la philosophie du giver ou la philosophie du taker. C'est à chacun de savoir dans quelle position on se pense. Mais pour reprendre des pivots clairs, il y a eu 2 à 3 pivots. Le premier pivot qui m'a fondamentalement modifié de façon intrinsèque, c'est la perte de ma mère quand j'avais 22 ans.
Donc ça, c'est le premier élément de switch. Ensuite, la naissance de ma fille quand j'avais 33. J'étais très instable au niveau professionnel avant la naissance de ma fille. Et bon, ma fille fit sur ses 17 printemps, donc ça fait 17 ans que je me suis calmé. Qu'est-ce que vous dites, instable émotionnellement? J'ai fait beaucoup de boîtes. Beaucoup de boîtes. J'ai fait beaucoup de boîtes. Je suis passé par le stade de la case licenciement à 2 reprises. J'avais fait un post sur LinkedIn sur le sujet à l'époque, donc ça remonte à plus de 17 ans, bien évidemment. Et qui est une richesse à l'heure actuelle, pas sur le moment même. Et puis oui, ma rencontre avec ma compagne actuelle, avec qui je suis depuis 12 ans, où on est très complémentaires, et on bosse également maintenant en business ensemble, vu qu'elle s'occupe du pôle branding et du pôle com de la boîte. Donc voilà, ça c'est, je crois que c'est les 3 milestones. Mais le schéma clé, effectivement, avec le momentum, c'est le divorce, où là j'appuie vraiment sur le bouton pause, et je fais un travail pendant 2 ans sur moi, où pendant 1 heure par semaine, mon téléphone est coupé, je suis en face de moi. C'est là que vous avez appliqué. Oui, donc oui, ça c'est d'une part, et puis d'autre part, oui, maintenant je continue à être challengé avec des gens qui m'entourent pour aller étape par étape en fonction du persona que je veux absolument travailler au niveau des holdings familiaux que j'accompagne, quoi. Est-ce que les challenges que vous avez rencontrés dans votre vie, qui sont quand même durs, perdre de votre mère à 22 ans, un divorce, ça vous a rendu plus empathique? Est-ce que ça vous a développé des compétences qui feraient que vous ne serez pas là aujourd'hui, là où vous êtes, avec tous ces entrepreneurs-là? Oui, clairement. Je ne serais pas qui suis si je n'avais pas eu mes épreuves. Et c'est grâce à ces épreuves transcendées, analysées, comprises, intégrées, digérées, infusées, que j'avance maintenant et que j'ai envie de donner plus encore. Alors, un sujet qui est intéressant, mais vous avez mentionné que votre compagne était également votre associé. Qu'est-ce qu'on met en place pour que ça se passe bien? Je sais pas, on parle pas business à la maison, on parle pas business le week-end. Donc ça c'est la théorie, en pratique c'est extrêmement difficile. Hein. Donc pas parler business à la maison, le seul moyen de pas parler business à la maison, c'est que j'ai une note sur mon téléphone et que je prends des notes sur mon téléphone et que le lundi matin, le mail part à l'associé en disant ok, parce que sinon donc c'est très très difficile. C'est un gros challenge. Un de mes plus gros challenges actuels, c'est arriver à couper du téléphone. Je crois que le challenge, il est identique pour tout le monde à tout âge par rapport à ça. Et je pense même que ma génération, quand j'entends les 50+, là, est encore plus touchée parce que j'ai l'impression qu'ils sont encore plus addicts à YouTube que la génération en dessous. Ça me fait, j'ai pas d'addiction à YouTube, mais bon. Donc, ça, des rituels concrets, se voir tous les trimestres. Avoir une coach externe qu'on voit tous les coach business ou coach de vie, coach thérapeute qui fait office des deux. Donc 80% des couples vont chez la thérapeute pour se séparer. Nous, on va pour rester ensemble. Voilà. Et donc ça nous permet à chaque fois de déposer des sujets sensibles qui sont liés bien évidemment au premier cercle, proche, famille, compagnie, où on démine et on s'aligne et on met les choses à plat. Et puis surtout continuer à se réinventer au niveau de la vision. Vous avez fait un pacte d'associés? Oui, c'est à l'ordre du jour pour cet été. On est en train de bosser dessus. Oui, c'est un élément absolument fondamental. On peut pas parler de pacte d'associés pour les autres si je suis pas passé par là. Ça coule de source. Et il y a toute une série d'éléments. Mais on rigole de ça, hein, mais le nombre de coachs qui n'appliquent pas leurs propres conseils, c'est parce que on est objectif quand on parle à quelqu'un, quand on coach quelqu'un, on est rationnel. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'experts ou de professionnels qui n'appliquent pas leurs propres conseils sur eux. On peut pas appuyer sur certains éléments en fonction des gens qu'on accompagne si on n'a pas de vécu. Moi, ma force à l'heure actuelle, c'est mon vécu et mon expérience. J'ai un vécu de la séparation qui m'a été imposé dans mon histoire de vie, qui a été une co-création quand j'ai divorcé, qui fait que voilà quoi. Moi, ça m'a intéressé de comprendre pourquoi j'en étais arrivé là et comment je pouvais m'améliorer par rapport à ce qui s'était passé. Mais ça, c'est une question de mindset. C'est une volonté de voir le truc sous forme de posture, de responsabilité et pas d'être dans le fameux triangle infernal. Ouais. Est-ce qu'il y a ce triangle infernal dans les relations de couple aussi? Bien sûr. Il est partout. Et c'est très difficile de sortir de cette posture. Hein. Vous avez mentionné LinkedIn plusieurs fois. Quel a été l'impact de LinkedIn sur votre business? Donc, vous avez mentionné cet aspect de donner, de partager, et c'est en lien avec ce drive de vouloir impacter, de se lever le matin et dire voilà, je vais impacter des dizaines, des centaines d'entrepreneurs. À quel point ça a donné un pivot à votre business, ça a impacté votre business? Alors déjà, on se rencontre aujourd'hui, vu que tu m'as contacté sur LinkedIn. Ça, c'est d'une chose. Ensuite, les prises de contact sont différentes. Les gens qui me suivent
savent déjà comment je fonctionne. Et donc, la prise de contact, elle est plus fluide. Les gens sont qualifiés. Bah, c'est ce qui s'appelle la différence, comme on appelle ça, entre le trafic froid et le trafic chaud. Hein. On est sur des leads qui sont différents. Après, je pense que ça fait un tout en termes de marketing. Il y a quelque chose qui marche, c'est la stratégie d'encerclement. Hein. T'as LinkedIn, puis t'as YouTube et t'as Google. Hein. Si t'es pas sur les trois, ça fonctionne pas. Vous prenez du plaisir à créer le contenu? Alors, sur le moment même, c'est difficile. Ça peut... C'est une fois par semaine, c'est ça? Non, c'est plus qu'une fois par semaine. J'écris entre 4 et 6 heures par semaine. Mais c'est combien de posts par semaine en général? 1 à 2? Ça dépend. Je prépare 3-4 posts et puis on les retravaille. Du plaisir à écrire, c'est une torture d'être sur ma chaise de bureau au moment où je commence à écrire. J'ai juste envie de me barrer. Donc ça, c'est la fuite. Hein. C'est l'être humain qui a envie de se barrer en disant putain, c'est samedi 17h ou c'est dimanche matin 9h ou enfin j'ai pas d'horaire précis ou c'est le matin. Donc je prends surtout beaucoup de plaisir quand c'est fait. Et je pense qu'il y a une notion d'effort qui est présente pour la satisfaction du travail accompli en fait. Ça fait combien de temps là de suite? Que j'écris, je suis dans ma 4e année. C'est impressionnant. C'est impressionnant cette régularité, cette discipline. Oui, mais c'est de la discipline, c'est pas la motivation. Hein. La motivation, elle est là à 3 mois au début, je pense, mais au bout d'un moment. Parce que c'est quoi la moyenne des créateurs de contenu sur LinkedIn? Je pense qu'on est sur 3 à 6 mois. Aucune idée. Au bout d'un moment, la motivation part. Aucune idée. Donc c'est pour ça que là, ça fait un an qu'on était en train d'infuser la newsletter. Je sais très bien comment la newsletter va être lancée ici à la fin de l'été. Je suis parti pour ne pas m'arrêter. Sinon, je la commence pas. C'est absolument fondamental, quoi. Si, idem pour un podcast. 25e. Allez, le 30, si je le passe, c'est que c'est bon. Champagne. Champagne. Je reviendrai ici. Trop cool. Bah, pour rester un peu dans la timeline qu'on s'était donnée, je vais juste finir avec une question, qui est un peu une question un peu résumée de tout ça. De A à Z, quelqu'un qui a envie de se lancer, il fait quoi? On a parlé de plein de trucs, mais là, si quelqu'un arrive en appel avec vous, il est perdu, il a juste son idée et il a envie d'entreprendre. Il est pas forcément, il se connaît pas forcément à 100%. C'est quelqu'un, voilà, qui a fait quelques petites expériences, mais sans plus. Comment est-ce que vous le conseillerez sur un point de vue personnel, de se connaître? Comment il devrait aborder trouver son associé? Comment il devrait le challenger? On a déjà donné énormément d'éléments de réponse, mais vraiment, si on devait résumer ça en 2 minutes. Moi, j'avais vraiment le point de départ, hein, qui commence à lire déjà il y a une centaine de vidéos sur YouTube. Il y a de quoi s'alimenter. Et il y a les posts de Franck aussi. LinkedIn, cette semaine, j'étais à mon 169e. Donc, il peut déjà descendre pas mal de contenu et il y a l'avocat qui a la newsletter. Donc, ça, c'est le point de départ pour développer déjà une réflexion. Et après, il faut surtout qu'il ait une idée, un associé et un projet concret. Et il y a le podcast My My Business. Et un podcast My My Business. Comment on trouve cet associé? On va à des événements, on cherche dans son réseau, on va contacter des gens sur LinkedIn. Ça fait pas partie du périmètre du bureau. Moi, je pense surtout qu'avant d'aller s'amuser à l'extérieur, qu'on se mette déjà dans sa chaise devant son miroir et qu'on voit exactement ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Parce que déjà, savoir ce qu'on veut et surtout ce qu'on veut pas, ça va permettre d'exprimer à l'autre une limite constructive. Parce que le vrai challenge, c'est de fixer une limite sur base d'un cadre durable. Quel que soit le business et quel que soit le couple. Merci pour l'invitation. Merci Franck. Merci beaucoup.